Voilà, bien nous allons commencer. Chers amis, merci d'être venus nous... Prend sans ordre particulier. Le premier, c'est l'éducation. Parce que l'éducation est à la base de la santé économique. Si vous avez une population qui est décalée du point de vue de je dirais sa familiarité avec ce que j'appellerais la culture élémentaire, vous n'aurez pas de bons résultats économiques parce que ça se traduit sur la qualification des personnels, la manière dont sont gérées les entreprises, le haut de gamme, etc. Donc, l'éducation, c'est un élément central. Que nous disent les comparaisons internationales? Elles nous disent que, globalement, le montant de l'argent public qui est consacré à l'éducation nationale, qui est d'à peu près de 6,5% de notre produit intérieur brut, est comparable à la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays qui ont atteint un niveau de développement comparable au nôtre. Mais quand on creuse un peu, on voit que derrière ce chiffre relativement satisfaisant, il y a une insuffisance et un décalage en ce qui concerne les classes maternelles et les classes primaires. Or, ce sont les classes maternelles et les classes primaires qui forment la personnalité des enfants et des élèves futurs. Et c'est là que nous avons une insuffisance. Quand nous faisons référence à ce qu'on appelle les classements PISA, c'est-à-dire les classements internationaux d'un programme qui s'appelle le programme international de Students Assessment, nous voyons que nous sommes mal classés. Nous sommes 26e sur 70. Et c'est parce que l'école fabrique en France à peu près 20% de jeunes qui ne maîtrisent ni la langue, ni le calcul, ni le raisonnement de base, qui sont les atouts que tout système scolaire doit pouvoir confier à ses enfants. Et donc, le fait que nous soyons mal classés dans le classement international PISA, qui est un classement très sérieux, qui touche 500 000 élèves tous les 3 ans, qui pose des questions systématiques et homogènes de pays à pays, le fait que nous soyons mal classés est un signe de faiblesse qui se répercute sur l'ensemble de l'économie. Si je prends l'apprentissage, qui est une partie de la formation, je vois que l'Allemagne est un pays qui consacre beaucoup d'énergie et d'argent à l'apprentissage. Ils ont 1 400 000 apprentis, alors que nous en avons 400 000. Et la caractéristique allemande, qui diffère de la caractéristique française, c'est que l'apprentissage en Allemagne est une affaire gérée, financée par les entreprises. Parce que ce sont les entreprises qui recrutent finalement. Et si les entreprises vous disent le marché est porteur sur telle spécificité, on va apprendre telle spécificité dans la formation. Tandis que si vous avez, comme en France, une formation professionnelle qui est à 50% aux mains de l'État, vous avez une dichotomie entre les entreprises et l'État qui fait qu'on perd une partie de l'objectif professionnel qui est respecté en Allemagne. Je passe de l'éducation à la finance publique. La finance publique est pour moi, en France, un sujet d'étonnement infini. La dépense publique française rapportée au produit intérieur brut représentait avant le Covid, je ne parle pas de après le Covid, parce que les chiffres ont explosé et ne sont pas
très significatif. Mais avant le Covid, nous avions entre 54 et 55% du PIB qui était consacré à la dépense publique. Alors que en 1965, nous n'avions que 35%. Donc on a augmenté d'une manière massive en termes réels, rapporté au PIB, le pourcentage de dépenses publiques. 55% en France, 47%, 46% en Allemagne, et de l'ordre de 48 ou 49 dans la moyenne européenne. Ces chiffres sont hallucinants. Une différence de 7 points de PIB en termes d'alourdissement de la charge publique, ce n'est pas rattrapable au niveau de la compétitivité des entreprises. Parce que ces 55% que l'on consacre de la richesse nationale à la dépense publique, il faut les financer. Et qui les finance? Essentiellement les entreprises. Et les entreprises se retrouvent donc avec des charges fiscales, des prélèvements obligatoires qui sont de l'ordre de 5 points ou 6 points de PIB supérieurs à ceux de leurs voisines européennes et allemandes. Alors, j'ai regardé avec beaucoup de soin dans les budgets successifs l'évolution de cette dépense publique. Et on ne peut être que surpris, pour ne pas dire effondré, du fait que la dépense publique augmente chaque année. Il n'y a pas eu une année depuis 15 ans où la dépense publique s'est tassée, s'est arrêtée de croître. La croissance est continue. Alors, je vais vous donner un chiffre qui est, à mon avis, terrible. C'est que de 1900, je dirais 75 à 1999, à 2000, la hausse de la dépense publique a été de 68% dans une vingtaine d'années. On n'a jamais vu ça. La fonction publique française, qui est responsable de ces chiffres, a augmenté de 35% en effectif de 1980 à 2010, c'est-à-dire en 30 ans. Et j'ai regardé pendant la même époque l'évolution de l'emploi. L'emploi n'a pas augmenté de 35%. L'emploi a augmenté de 18%. C'est-à-dire que pendant 30 ans, la fonction publique, qui est normalement au service de la population et de l'emploi, a augmenté 2 fois plus vite que la démographie ne l'aurait conseillé. Et alors j'ai voulu poursuivre mon travail sur la fonction publique française. Et je suis arrivé, après avoir fait des calculs assez compliqués pour homogénéiser les données en Allemagne et en France, parce que ce n'est pas le même système de fonction publique en Allemagne. Donc, pour ne pas pénaliser la recherche française, il faut rétablir les choses sur le diapason français. Mais quand vous faites ce travail, vous voyez que par rapport à l'Allemagne, nous avons 700 000 agents de plus que ne le justifierait une comparaison avec l'Allemagne. Et si vous prenez une comparaison avec l'ensemble des pays de l'OCDE, qui sont peut-être moins vertueux que l'Allemagne dans ce domaine, vous voyez qu'il y a encore en France un écart de l'ordre de 180 000 à 200 000 agents par rapport à la norme de l'OCDE. Alors, tout ceci fait que nos prélèvements obligatoires qui augmentent, parce que quand la dépense publique augmente, même si on accepte un déficit, et on l'accepte, Dieu merci, si je puis dire, en France, mais en dépit de cela, il faut quand même augmenter les impôts et les prélèvements obligatoires et les charges sociales. Et nos prélèvements obligatoires, sans surprise, sont à peu près 45% du PIB, 46%, contre 36% en Allemagne. On retrouve les 7, 8 à 10 points d'écart. Et
Et le Covid, bien entendu, ne fait que faire exploser ces chiffres. Alors, je suis navré de faire ce constat sur la dépense publique et l'endettement qui s'ensuit. L'endettement était avant le Covid de l'ordre de 100%, l'endettement public était de l'ordre de 100% du PIB, alors qu'il était de l'ordre de 40% en Allemagne. Enfin, ce sont des ordres de grandeur qui ne peuvent pas s'associer. C'est absolument irréconciliable. Mais c'est irréconciliable dans une unité monétaire. Nous vivons avec l'Allemagne et ses voisins dans une unité monétaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas le luxe de pouvoir dévaluer notre monnaie si nous perdons trop de compétitivité pour regagner un peu de compétitivité. On ne peut plus le faire. Et donc, le fait que l'on perde tous les ans de la compétitivité par rapport à l'Allemagne, sans qu'on puisse modifier le change, est une donnée qui, à moyen terme, pose des problèmes évidents. Troisième point, la perte de compétitivité qui découle de la situation des finances publiques que je viens de rappeler est tragique. Et j'emploie ce mot sans emphase. Je vais vous donner deux manifestations du fait qu'on a perdu notre compétitivité. La première, c'est la balance commerciale. Quand un pays est en déficit constant de balance commerciale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ses exportations, et en particulier avec ses exportations industrielles. Et de fait, depuis maintenant 2006, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, la France est en déficit commercial constant. Pas une année, mauvaise année, prix du pétrole trop élevé, non, on continue. Et depuis quelques années, ce déficit gravite autour de 60 milliards d'euros par an. Alors vous me direz, 60 milliards d'euros par an, c'est pas tellement, c'est entre 1 et 2 points de PIB. Mais justement, si je reprends une comparaison médicale, le fait qu'on ait un phénomène nocif qui est encore relativement faible au niveau de 1 à 2 points de PIB, si on l'a tous les ans, le médecin va vous dire qu'il y a des problèmes d'accumulation qui se profilent. Et la deuxième manifestation de cette sous-compétitivité française, c'est la désindustrialisation. La France est un des rares pays industriels en Europe, avec la Grèce, à se désindustrialiser. Et j'en veux pour preuve le chiffre qui est le suivant. En 1998, 15% du PIB représentait l'industrie manufacturière française. Ce 15%, il est devenu 10%, alors qu'en Allemagne, le chiffre était de 23% et demi au lieu de 15%, et il est toujours de 24%, et il n'a pas fondu comme neige au soleil. Et donc, cette désindustrialisation qui ne s'est pas compensée ou accompagnée par un relèvement de l'économie de service de haute qualification, j'ai la démonstration malheureusement dans le livre, tout cela montre que nous sommes dans une situation où notre position dans le monde se dégrade. Parce que si vous n'avez que des services, je dirais, à la clientèle de type touristique, si vous voulez, à offrir à une perte de l'industrie, vous entrez dans un phénomène, dans une dynamique de régression économique qui est tragique. Parce que si vous perdez votre industrie, vous perdez votre recherche, vous perdez les hauts de gamme qui vous permettent de survivre dans un monde de grande compétition. Et vous devenez une économie de restaurants, d'hôtellerie, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais vous ne pouvez pas n'être que cela.
Alors, notre relation avec l'Allemagne, qui, comme vous le savez, est le fondement de la vie de l'Union européenne, se dégrade année après année parce que les différences d'approche sont très fortes. En Allemagne, vous avez un intérêt pour deux choses, un intérêt majeur pour deux choses. La première, c'est la survie des entreprises. C'est sacré. Et la deuxième, c'est l'absence de chômage. En France, est-ce qu'il y a une sacralisation de l'entreprise? Que non. Les entreprises sont victimes de jours de grève, de la baisse des heures travaillées, de tout ce que vous pouvez imaginer, des prélèvements obligatoires qui finissent par tomber dans la charge des entreprises. Et quant à la lutte contre le chômage, on en parle beaucoup en France. Mais en réalité, on a laissé le chômage s'accroître. On a laissé les jeunes frapper à la porte de l'emploi. Et on ne leur a pas trouvé d'emploi. Alors que l'examen du marché du travail en Allemagne montre que la préoccupation majeure, la préoccupation dominante des Allemands, c'est de mettre les gens au travail. Et je vais vous donner une statistique qui me fait toujours grande peine, c'est que les jeunes français ont un taux de chômage très élevé, alors que les jeunes Allemands sont au travail. Je vais vous donner la statistique parce qu'elle est effrayante. L'emploi des jeunes en France, qui s'est un peu amélioré depuis quelques années, mais très peu, l'emploi des jeunes dénote un chômage des jeunes de 23% de la population des jeunes concernés. En Allemagne, ce 23% est de 6,5%. Donc vous avez 4 fois plus de jeunes sans travail en France et en Allemagne. Alors qu'on ne me parle pas de solidarité, on m'en parle tous les jours. Il suffit d'ouvrir le bouton de la télévision pour entendre la solidarité. En Allemagne, vous tournez le bouton de la solidarité, vous n'entendez jamais ce mot-là. Mais l'Allemagne met ses gens au travail, met ses jeunes au travail. Et nous, on fait semblant de le faire, mais en réalité, on accumule le chômage. En améliorant, certes, les conditions d'indemnisation du chômage, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas autant de jeunes en quête d'emploi. Alors, voilà quelques sujets qui m'amènent exactement à 6h30, mon cher Thierry de Lépine. Et donc, je vais arrêter. Le livre est beaucoup plus riche en exemples, mais j'arrête là et je voudrais réfléchir avec vous à la deuxième partie de l'entretien qui est comment en sortir. Est-ce que vous permettez, cher ami, qu'on arrête quelques instants, non pas parce qu'on est là, Je vous en prie. mais peut-être de laisser l'occasion là, parce que je pense qu'il peut y avoir plusieurs questions de nos interlocuteurs, nos présents, ici que je remercie, qui seraient contents de pouvoir vous poser une telle ou telle question. Donc je laisse là pendant 10 minutes, disons, un quart d'heure, et on prendra en effet cette deuxième partie pour ne pas rester sur, pour trouver un petit motif d'espérance quand même et de vie, de vivre. Au moment où nous commençons à nous déconfiner aussi. Toujours. Bon. Est-ce que, chers amis, vous avez quelques questions à poser à notre ami Jacques de la Rosière? Alors, je crois que c'est toujours difficile la première question. Ouais, vous devriez la poser vous-même, mon cher Thierry. Bon. Oui, mais pourquoi, par exemple, l'Angleterre aussi, c'est beaucoup de. Enfin, la France n'est pas la seule à s'être désindustrialisée. L'Angleterre aussi, c'est beaucoup désindustrialisé. Et elle a quand même aujourd'hui une place, me semble-t-il, plus compétitive que la France. Non?
Alors, il y a cette question-là, mais l'autre aussi de dire, est-ce qu'on peut faire des comparaisons parce que nous avons aussi en France des avantages que d'autres pays ne donnent pas, des avantages au niveau de la santé, qui pèsent forcément, mais qui en même temps est aussi quand même pour le bien-être. Il faut savoir un peu ce qu'on veut. Donc là, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais je me dis aussi, est-ce que tout est tout à fait comparable? Il n'y a pas les mêmes services qui sont rendus d'un pays à l'autre, même entre l'Allemagne et la France, je ne sais pas, au niveau, je dirais, des services de santé et autres, si on est équivalent. Oui, alors je vais tâcher de répondre à ces deux questions qui sont très pertinentes. La première sur l'Angleterre. L'Angleterre a également perdu une partie de son industrie. Vous avez raison de le souligner. Je n'ai pas les chiffres présents à mes côtés aujourd'hui, mais il y a eu une désindustrialisation. Je crois qu'elle est beaucoup moins forte, beaucoup moins intense que la nôtre, mais elle existe. Mais dans le même temps, l'Angleterre s'est dotée de services, et en particulier de services financiers, qui ont fait de la Cité de Londres un des deux grands centres financiers du monde, qui rapporte beaucoup de recettes à la balance des paiements britanniques. Et ce n'est pas le cas en France. En France, nous avons un très bon système bancaire, mais nous n'avons pas la sophistication des marchés financiers, des produits dérivés en particulier, qui caractérisent la Cité de Londres. Et donc, pour bien comprendre la question que vous posez, c'est-à-dire, mais après tout, on n'est pas les seuls, il y a l'Angleterre, etc. Il faut analyser avec finesse, dans le détail, la qualité des services qui ont en quelque sorte remplacé, si je puis dire, une partie de l'apport industriel. Et là, vous voyez que la France n'est pas dans la compétition. J'ai les chiffres dans mon livre. Ils vous montrent que l'accroissement des services, qui a été très fort en France, est un accroissement de services qui est caractérisé beaucoup par l'hôtellerie, la restauration, dans une grande mesure par les soins à la personne, dans une certaine mesure par les professeurs ou les enseignants dans les écoles primaires, mais pas dans la partie sophistiquée des services à laquelle je faisais allusion. Et donc, malheureusement, nous sommes mal partis. Alors, les services de santé, je ne suis pas étonné de vous entendre dire que c'est un atout français. La crise du Covid nous amène à nuancer cette appréciation positive que vous avez, parce qu'elle a montré, cette crise, que les services hospitaliers français n'étaient pas à la hauteur de ceux d'un certain nombre de pays avoisinants. Je veux dire que les facilités de test, qui sont fondamentales dans le traitement d'une épidémie, on l'oublie toujours, mais la première chose, c'est de savoir qui est atteint et qui n'est pas atteint, et vous ne pouvez le faire que par des tests. Eh bien, la pauvreté de l'équipement en test en France par rapport à l'Allemagne, où chaque médecin de ville avait son kit de test, est notoire. Et l'insuffisance des lits hospitaliers, en particulier des facilités respiratoires, est une des données qui a le plus marqué l'opinion publique depuis le début de cette pandémie. Et donc, je crois que c'est en partie illusoire de se reposer sur l'idée sacro-sainte que la France est la championne en matière de santé publique. Je crois qu'il faut revisiter cette notion à l'aune de l'affaire du Covid. Voilà. Bon, y a-t-il certains, avant qu'on passe à la deuxième partie du débat et de la conférence,
notre ami Jacques de la Rosière sur des motifs d'espérance, des idées pour essayer d'en sortir. Oui. Vous Alors, les uns et les autres. oui, alors je vais essayer de répondre à ça et j'espère que ça nous permettra d'engager un débat. D'accord. La première chose, à mon avis, qu'il faut éviter dans l'après-Covid, c'est le déni. D-E-N-I. Parce que si on continue à nous dire qu'on peut dépenser sans compter, que la dette ne coûte rien, que tout est possible, les répercussions négatives de cet état d'esprit de déni seront indescriptibles. Et donc, la première chose, quand nous sortirons de cette épidémie, c'est d'analyser ce qui s'est passé. L'image que je voudrais vous donner est médicale. La pandémie a frappé tout le monde. Les gens bien portants, les obèses, les cancéreux, les diabétiques, tout le monde. Mais quand on est diabétique, obèse ou cancéreux, on a encore plus de raisons de s'occuper de sa santé lorsque le Covid disparaît et qu'on est vacciné. Parce que ce sont des maladies chroniques qui vous affaiblissent dans le cours de votre existence. Et donc, il faut se battre et continuer de se battre pour avoir une meilleure santé. Et le cas de la France est tout à fait typique à cet égard. Nous avons une mauvaise santé. Le fait d'avoir une fonction publique exagérée, obèse, le fait d'avoir des dépenses publiques que rien dans l'évolution démographique ne peut justifier. Ce sont des faiblesses. C'est comme si vous aviez du diabète. C'est des faiblesses fondamentales. Et donc, mon idée, c'est que si on ne s'attaque pas à ces faiblesses par démagogie, par peur de soulever des problèmes, si on ne s'y attaque pas, on va continuer à faire semblant que tout va bien, que les obèses peuvent continuer à être obèses, que les diabétiques peuvent continuer à dérailler dans leur traitement, et que finalement, faire le palier de la dette publique et passer de 100% du PIB à 120% en gros maintenant, mais que, bon, après, on va continuer à pouvoir augmenter cette dépense publique de l'ordre de 1 point ou 2 points en termes réels par an, et que, bon, on part d'un palier qui est un peu supérieur à l'ancien, mais on peut continuer. Si on fait ça, il est mathématiquement prouvé que la compétitivité française va se dégrader. Et elle va se dégrader d'une manière telle que nous n'aurons plus notre place dans le monde industrialisé qui devrait être le nôtre. Et donc, je dis, la première chose qu'il faut s'imposer, même si c'est désagréable, c'est de faire l'analyse que j'ai faite dans mon livre et qui n'est pas nouvelle, tous les éléments sont publics, de faire cette analyse et d'en tirer les conséquences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on commence à tirer les conséquences, il faut le faire d'une manière lucide. Alors, moi, j'ai la faiblesse de penser ceci. Si il est vrai que 55% de prélèvement sur le PIB, c'est-à-dire sur la richesse nationale produite tous les ans en France, doit être consacré à l'administration et à l'action publique, si telle est la situation qui doit prévaloir dans l'avenir et les années qui viennent, alors je vous le dis très simplement, nous n'aurons pas retrouvé une compétitivité qui nous permettra de tenir notre rang dans les exportations industrielles. Nous ne l'aurons pas retrouvé. Donc la compétitivité continuera à s'étioler.
les exportations industrielles continueront de se réduire, la balance des paiements commerciaux continuera d'être en déficit accru et nous aurons raté, si je puis dire, le coche de l'optimisme dont vous parliez. Donc, il est absolument essentiel de poser la bonne thérapeutique et de reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut redresser. Alors, je prends la première. Si nous avons 200 000 au minimum agents de trop dans la fonction publique française, c'est qu'il y a eu des strates de dépenses publiques, de décisions publiques budgétaires qui, dans le passé, étaient peut-être justifiées, mais qui, s'ajoutant les unes aux autres, créent ce phénomène de l'excessive prélèvement obligatoire sur les entreprises françaises. Si nous voulons remédier à ça, il faut avoir le courage de reprendre l'analyse des administrations des différents services, les uns après les autres, avec l'aide d'organismes comme la Cour des comptes, pour voir si c'est justifié d'avoir le budget sacro-saint qu'on appelle le budget des services votés, qu'on ne touche jamais, qu'on ne fait qu'augmenter tous les ans. Si on ne fait qu'augmenter tous les ans ce budget, même de manière limitée, un peu moins de 1% en termes réels tous les ans, c'est ce que propose Bercy ces temps-ci. Si vous faites ça, et que les Allemands continuent d'avoir un comportement raisonnablement vertueux, le gap, l'écart de compétitivité restera ce qu'il est et se détériorera même légèrement si les Allemands font mieux. Et moi, je me dis, en tant que Français, en tant que participant à cette réunion de l'Épine, je me dis que si j'ai la moindre influence dans le pays, je ne dois pas laisser les gens qui proposent d'être réélus ou élus pour les 5 prochaines années, je ne dois pas les laisser enfourcher cette facilité consistant à dire oui, c'est un nouveau palier, maintenant on peut continuer. Et je voudrais qu'ils participent à une véritable action qui se répartirait sur 5 ans de rétablissement, même partiel, de notre compétitivité. Et pour ça, il ne faut pas dire on va ramener de 1,5 la croissance annuelle en termes réels de la dépense publique. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire je vais la remettre en cause, ce monument de la dépense publique. Je vais analyser service par service le bien fondé de ces dépenses. Et si, dans certains cas, il n'y a pas de bien fondé, s'il y a des excès de strates hiérarchiques, si, en corollaire, il y a des insuffisances d'opérationnel. Moi, je suis frappé du fait que dans les hôpitaux, il n'y a pas assez d'infirmières, mais il y a trop de gens qui donnent des ordres dans la hiérarchie complexe d'un hôpital. Essayons de rééquilibrer les choses dans une perspective qui soit plus dynamique, plus efficace, plus conforme au bien commun. La Suède a fait exactement ça. Dans les années 90, elle avait une administration pléthorique. Elle avait des dépenses publiques dont elle ne savait pas comment les financer sans tuer sa compétitivité. Exactement le même problème que nous. Eh bien, elle a eu le courage de regarder tous les budgets sur une base la table est rendue nette et on regarde si vraiment on a besoin de tout ça pour les fonctions qui sont essentielles au pays. Et ils sont arrivés à la considération qu'il y avait beaucoup de gras dans ce système et en 5 ans, ils l'ont ramené à un système qui était conforme aux normes internationales. Et moi, je dis qu'il n'y a aucune raison dans le ciel pour laquelle on croit que le 55 ou le 54% de dépenses publiques par rapport au PIB est sacré, qu'on ne peut pas le toucher, qu'on ne peut que l'augmenter. Je ne comprends pas pourquoi nous serions affligés de cette malédiction. Et donc, mon deuxième conseil, c'est que on commence à regarder ce qui était à l'origine de la démocratie au XVIIe siècle, en Angleterre d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que c'était la démocratie?
c'était que les gens confiaient de l'argent au gouvernement pour un certain nombre de tâches publiques, mais ils voulaient regarder où ça allait. Et ils voulaient regarder si c'était bien dépensé. Et c'est ça qui a été à l'origine du vote démocratique en Angleterre. Est-ce qu'il y a une occasion en France, depuis 20 ans, où l'opinion publique se serait galvanisée sur le sujet « Qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Est-ce que c'est justifié ?» Pas une fois. Parce qu'on endort le pays dans l'idée que les services votés doivent être reportés dans le temps, respectés, etc. Et augmenter avec l'inflation, etc. Et je pense que cette attitude de pensée est mauvaise et que ceux qui font profession de vouloir nous diriger devraient au moins se poser cette question. Ma troisième recommandation est sur les retraites. On est en train de nous raconter que le problème des retraites en France, c'est un problème d'hétérogénéité dans les 40 régimes de retraite. Il n'en est rien. Le seul problème des retraites que nous avons en France, et c'est un problème majeur parce que nous sommes plus chers que nos voisins de 2 points de PIB sur les retraites, le seul problème, c'est un problème démographique. Il est très simple. Quand vous avez un système de répartition, ce sont les jeunes d'une année, leurs cotisations, qui financent les retraites de cette année-là pour les seniors. Bon, c'est comme ça que ça marche. Si vous avez beaucoup plus de seniors, parce que les baby-boomers d'il y a quelques années commencent à rentrer dans l'âge de la retraite, et que vous avez moins de jeunes, parce que la natalité n'est pas si forte que ça, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas assez de cotisations de jeunes pour payer les retraites des vieux. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Depuis 20 ans, on nous serine la solidarité. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de l'anti-solidarité. On a protégé les vieux en ne rallongeant pas l'âge auquel ils peuvent prétendre à la retraite. Au contraire, on l'a même avancé. Mitterrand a ramené l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Maintenant, on en est à 62 parce qu'il y a eu quelques ministres courageux qui ont augmenté de 60 à 62. Mais on ne veut plus toucher le 62 ans. Et le résultat, c'est qu'on ne peut sortir de cette équation, qui est une équation simple du point de vue mathématique, que par soit la baisse des pensions, ce qui aura lieu, soit par l'augmentation des cotisations. Mais l'augmentation des cotisations, c'est impossible, parce que le taux des cotisations des jeunes a atteint maintenant une limite qui n'est pas normale, qui dépasse celle de toute l'OCDE. Et on ne peut pas exiger des jeunes qu'ils payent d'une manière sacralisée des retraites à des vieux qui ne veulent pas faire 2 ans ou 3 ans de plus de travail. On ne peut pas le faire. C'est la solidarité nationale qui est en cause, là. Et donc, il faut utiliser un langage qui n'est pas un langage de polémiste, qui n'est pas un langage de violence. Il faut dire aux gens, vous vivez plus longtemps, et plus longtemps en bonne santé, et dans la mesure où vous vivez plus longtemps et en bonne santé, vous devez un peu collaborer à l'œuvre collective qu'est un système de retraite par répartition en travaillant 3 ans de plus. Si vous faites ça, vous gagnez 2 points de PIB sur les 7, si vous voulez, qui nous séparent de l'Allemagne et de nos voisins. Si vous faites ce que je dis sur la fonction publique, en faisant une analyse spectrale des différents services, je ne sais pas combien on en tirera, mais c'est probablement 3 à 4. Alors, si vous avez 3 à 4 et 2, ça vous fait déjà 7, vous êtes au bout du compte. Mais dire aux Français que c'est l'hétérogénéité de 40 systèmes différents qui est le produit de l'histoire, parce que toutes ces retraites, ça a été fait au début par des professions, il y avait des marins, il y avait des assureurs, il y avait des pharmaciens, il y avait des médecins, ils ont fabriqué leur système cas un cas, et ils ont chacune leurs caractéristiques, il y en a qui sont plus riches que d'autres, mais vouloir les égaliser, c'est d'abord extraordinairement difficile parce que tout le monde dans cette négociation va regarder le maintien de ses droits acquis et c'est très coûteux parce qu'on va être obligé de relever
les niveaux de retraite des moins favorisés vers les plus favorisés, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 19% qui sont la limite absolue, si vous voulez, de ce qu'il ne faut pas dépasser. Alors, moi je dis, il faut parler aux Français le langage de la vérité. Citez-moi un pays européen dont la retraite ne commence pas à l'âge de 65 ans. Eh bien, je ne vais pas vous demander un gros effort, il n'y en a pas. Il n'y a que nous, il n'y a que la France. Et si la France était riche, si la France avait un budget raisonnable, elle pourrait peut-être se payer ce luxe-là. Mais ce luxe-là, il est impossible. Et moi, je suis peut-être un besogneux, mais je cherche à rattraper les 7 points d'écart de sous-compétitivité française, et je me dis que quand j'en ai deux que tout le monde a fait en Europe, 2 points, que tout le monde a fait en Europe, qui est de porter la retraite à 65 ans, je ne vois pas pourquoi la France serait le seul pays d'Europe et du monde, d'ailleurs, à négliger ce point-là. Et donc, ça, c'est pour les retraites. Et le dernier point que je vais vous dire est le suivant. Quand je dis les choses que je suis en train de vous dire, on me regarde avec ce brin de condescendance qu'on applique aux gens un peu dérangés dans leur esprit, et on me dit, mais monsieur de la Rosière, vous oubliez une chose, c'est que tout ce dont vous parlez n'a aucune importance, puisque nous pouvons emprunter de l'argent pour combler tous ces trous à 0% d'intérêt. Donc, vous parlez d'un autre âge. Vous parlez de l'époque où on remboursait les emprunts. Vous parlez de l'époque où il y avait un taux d'intérêt positif qui permettait de rémunérer l'épargne. Mais c'est fini tout ça, monsieur de la Rosière, ça n'existe plus. Maintenant, on a une nouvelle monnaie, un nouveau système. On peut emprunter indéfiniment à 0%. Et donc, l'idée qu'on ait 19% de retraite par rapport au PIB qui vont probablement grimper à 21 ou 22, ça n'a aucune importance. Parce que les 2 ou 3 points de plus, on va les emprunter. Et alors, on me dit ça. Grammaticalement, ces phrases que je viens de dire sont correctes. Mais du point de vue du fond, elles sont totalement fausses. Parce que si on faisait ça, si on se laissait emporter par cette sirène qui consiste à dire mais continuons d'emprunter indéfiniment, tout ça, ça ne coûte rien. Si on faisait ça, d'abord, ça finirait par coûter. Parce que quand on emprunte beaucoup, quand on emprunte démesurément, on trouve un peu moins de volontaires pour apporter de l'argent et pour souscrire ses obligations. Et donc, les taux vont commencer à se relever. Et à ce moment-là, le raisonnement, si vous voulez, ne permet plus de fonctionner. Parce que si vous avez une augmentation des taux d'intérêt due à l'excès de prélèvement dans le marché financier par des États impécunieux, à ce moment-là, si vous voulez, la donne budgétaire est changée et on ne peut plus dire ça ne coûte rien. Et à ce moment-là, la note, la facture que l'on paye pour payer les taux d'intérêt devient très lourde, d'autant plus lourde on s'est beaucoup endetté. Et la deuxième chose, c'est que si je poursuis ce raisonnement, on me dit oui, mais monsieur de la Rosière, vous êtes quand même indécrottable. Parce que vous venez de dire que vous ne croyez pas à la possibilité pour les États d'emprunter de manière illimitée sur le marché financier, et on est d'accord avec vous là-dessus. Mais ce n'est pas ça qu'on a envie de faire. On a envie de créer de la monnaie à la place de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les épargnants qui vont acheter les obligations émises par les États, c'est la Banque centrale. Et elle créera de la monnaie tant qu'il faudra pour acheter les obligations émises. Et donc, on aura résolu un problème qui était autrefois un problème de quadrature du cercle. On aura résolu le problème qui consiste à créer de la monnaie d'une manière indéfinie
pour assouvir les besoins publics des États impécunieux. À quoi je réponds? Et je vais en finir là, mais parce que c'est important. À quoi je réponds? Oui, vous pouvez faire ça, mais vous allez vous heurter à de très grandes difficultés. D'abord, vous vivez dans un système monétaire européen. Or, le système monétaire européen ne vous permet pas, d'après le traité qui le constitue, ce système, ne vous permet pas d'émettre de la monnaie pour financer les États. C'est même proscrit, interdit, par un article du traité de Maastricht qui est d'une clarté absolue. Et donc, la première chose à dire à ceux qui vous disent « mais non, mais il n'y a qu'à créer de la monnaie », c'est qu'on ne peut pas le faire. Et à supposer même qu'on pourrait le faire, qu'on bénéficierait de la mansuétude de tous nos voisins européens dans le Conseil de la Banque centrale européenne pour faire cela qui est contre les statuts, même si ça arrivait, et c'est improbable, il y aurait une conséquence qui serait inéluctable et qui serait la conséquence inflationniste. Si vous créez de la monnaie d'une manière illimitée pour assouvir les besoins publics, il y a un moment où l'offre de monnaie sur le marché va se traduire face à la demande par un excès de monnaie et par une dépréciation de la monnaie en cause. Et cette dépréciation de la monnaie, ça s'appelle l'inflation. Et l'inflation, finalement, serait la boucle qui bouclerait le système, mais je vous rappelle que l'inflation, c'est une machine à taxer sans avoir l'obligation ni le courage d'aller au Parlement pour obtenir la taxe. C'est une manière cachée de taxer qui? Les petites gens. Parce que c'est toujours eux qui payent l'inflation. Parce qu'ils ont des salaires, ils ont des revenus fixes tirés de leur caisse d'épargne, etc. Et c'est ça qui est tué par l'inflation. Les 10% de la population les plus riches qui spéculent sur les marchés, qui sont autant à Singapour qu'à Zurich ou à New York, et certainement pas à Tréfouilly-les-Oies, ceux-là, ils s'en sortiront. Et personnellement, je pense que la solution de facilité qui consiste à dire mais ça n'a aucune importance, il n'y a qu'à créer de la monnaie, emprunter, etc., est une illusion. Alors, ce sont des paroles roboratives, mais si vous voulez, je ne vois pas comment je pourrais terminer cet exposé en vous disant qu'il y a une pierre philosophale, que ça va permettre de tout arranger et que finalement, il n'y aura qu'à faire fonctionner la planche à billets pour financer et les problèmes que j'ai évoqués et les problèmes chers à Thierry de Lépine, qui sont les problèmes de la transformation de notre système économique et écologique. Et je vous sens déjà pointer la tentation consistant à dire mais pour l'écologie, il y a énormément d'investissements en jeu. Après tout, on pourrait les faire par des émissions achetées par les banques centrales. Tout ça, c'est de l'inflation qui se prépare. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, alors que tout le monde se préoccupe très peu, si vous voulez, de l'inflation, c'est pas un sujet. L'inflation dort depuis des années et on ne pense pas qu'elle se réveille. La semaine dernière, on a sorti le taux de l'évolution des prix, le dernier taux de l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une certaine hausse parce qu'il y a des éléments objectifs avec la hausse des matières premières, la relance économique de Biden, etc. Il y a des éléments qui montrent que l'inflation est plutôt en train de remonter. Mais comme elle était toujours entre 0 et 1,5%, on avait pensé, dans les milieux économistes, qui se trompent toujours d'ailleurs sur l'inflation,
on avait pensé que ce serait peut-être du 2%, voire du 2,3%. Eh bien, non, ça n'a pas été 2,3%, ça a été plus de 4%. Et 4%, c'est déjà une inflation forte. Et on n'en est qu'au début du déroulé, si je puis dire, inflationniste de cette affaire. Donc, quand je dis que la politique de facilité absolue génère l'inflation, je crains de ne pas me tromper. Et, et donc, voilà. Alors, si vous voulez, est-ce que le tableau est rose ou est-ce que le tableau est noir? Il est rose dans la mesure où il y a des méthodes qui permettent d'en sortir. Le fait de remonter l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, c'est possible. Et ça n'a créé de révolution dans aucun de nos pays voisins. Le fait de déshabiller un peu les administrations publiques et de regarder ce qu'il y a dedans et de se dire il y a peut-être des choses qui datent d'années antérieures et qui ne sont plus justifiées, c'est une certitude que l'on peut le faire. Et c'est positif, c'est optimiste, c'est croire qu'il y a un avenir. En revanche, si on dit on ne va pas toucher nos petites habitudes, on a l'habitude d'avoir des déficits budgétaires très importants, on va les lisser peut-être d'un quart de demi-point, et puis tout s'arrangera, le diabète continuera, le machin. Et du moment que nos 5 années d'élection ne sont pas mises en cause, tout va bien. Si on fait ça, on court au désastre. Un grand homme d'État italien, après la guerre, un homme qui avait mis sa vie en péril face au fascisme italien, Monsieur de Gasperi, a dit il y a 2 types d'hommes politiques. Il y a les politiciens qui travaillent sur 5 ans, c'est-à-dire sur leur réélection. Et il y a les hommes d'État. Les hommes d'État, ils travaillent sur 30 ans, c'est-à-dire une génération. Ils s'occupent du pays et de son avenir, pas de leur réélection. Alors moi, j'aimerais qu'on ait un peu de gens dans la deuxième catégorie et peut-être un petit peu moins de gens dans la première. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bon. Je pense qu'il peut y avoir peut-être quelques questions, au moins, qui peuvent des propositions vous aussi s'ajouter à des motifs, des idées pour en sortir. Pour ma part, quand même, monsieur, cher ami, c'est vrai qu'on va quand même se trouver à avoir à gérer l'après-Covid. L'après-Covid, d'ailleurs, toujours un Covid. Après moi, je pense que le Covid, maintenant, il faudra vivre avec. Mais on sera mieux armé parce qu'on aura les vaccins, peut-être qu'on aura pris des mesures. Bon. Mais il va y avoir beaucoup de casse, hein, sur le plan économique, sur le plan du travail et autres. Il y a un certain nombre de sociétés qui sont aujourd'hui sous perfusion. Comment on va faire? Voilà. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, l'emploi, en particulier en France, très désindustrialisé, et qu'on n'est pas prêt de... Est-ce qu'on va, bien sûr qu'on va trouver peut-être des bassins d'emploi avec toute la réforme, avec toutes les propositions peut-être écologiques et autres, on peut espérer, hein, mais on ne compensera pas aujourd'hui la robotisation qui aujourd'hui détruit un certain nombre, donc moins dans l'immédiat, peut-être même à moyen terme, je dirais l'emploi. Comment on va gérer, je dirais à la fois le Covid et la suite, mais aussi cette transformation, je dirais, par la robotisation croissante. Comment est-ce qu'on va y faire face? Oui, alors vous posez la question essentielle. Effectivement, le Covid va laisser beaucoup de traces, beaucoup de casse, comme vous l'avez dit, et tant sur le plan budgétaire, parce qu'on a été obligé, en fin de compte, de financer par la dépense publique et le chômage partiel, on a été obligé de financer ce que, par ailleurs, la même autorité publique faisait, c'est-à-dire de fermer les entreprises.
Et donc, les montants sont inimaginables. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une situation terriblement aggravée qu'il faut mépriser pour autant les problèmes, je dirais, chroniques du malade antérieur. Parce que si on ne les traite pas, ces problèmes, c'est-à-dire si on laisse la retraite à 62 ans, qu'on ne fait rien de substantiel pour nous remettre à peu près au diapason des pays voisins, si on ne fait rien, on s'enfonce. Et on s'enfonce d'autant plus que la casse Covid est très importante. À cet égard, je rappelle toujours à mes interlocuteurs sceptiques que l'Allemagne, qui a mis à peu près autant d'argent que nous, et peut-être un peu plus, dans la réaction au Covid, partait d'une base beaucoup plus sûre, parce qu'elle avait réduit son endettement public à 60% du PIB, alors que nous, nous étions à 100%. Et donc, le fait d'être sage sur la maladie chronique qu'on a ou qu'on espère ne pas avoir, le fait d'être sage là-dessus vous apporte une marge dans les périodes de crise. Et l'Allemagne, qui maintenant a des niveaux beaucoup plus élevés que 60% d'endettement public, n'a pas atteint 100%. Et nous sommes à 120. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de parabole. Si vous refusez de traiter les problèmes que vous aviez avant la catastrophe, c'est pas parce que la catastrophe est venue que vous allez être guéri. Il faut continuer à faire ce travail. Alors, c'est ce que je m'efforce d'expliquer et, et j'ai extrêmement peu de succès, je dois vous le dire, et parce que l'illusion de la facilité budgétaire et monétaire, le yaka des pensées, est prévalente. Si vous interrogez les Français sur leurs préoccupations fondamentales, ce seront celles que vous avez indiquées, c'est-à-dire qu'est-ce que va réserver l'après-Covid à mes enfants. C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que le 120% d'endettement public peut durer. Et donc, comme les hommes politiques qui travaillent à 5 ans, selon M. de Gasperi, sont des hommes politiques qui analysent la pensée politique et les préoccupations dominantes des Français, je pense que la réponse rationnelle, si vous voulez, que je suggère, qui consiste à reprendre un peu tout ce qu'on n'avait pas repris depuis 40 ans, ne va pas être appliqué. Alors, on pourra vivre encore quelques années, si vous voulez, sur de la dette et de la création monétaire, mais ça ne durera qu'un temps et ça nous séparera d'une situation qu'on aurait pu créer et qui aurait été une situation de compétitivité retrouvée. Et donc, je pense que l'enjeu est important. Est-ce qu'on va le faire? J'en doute, personnellement, pour les raisons que je vous ai dites et qui tiennent à l'ambition politicienne et à la démagogie. Et j'en doute, mais comme j'ai 91 ans et que je n'ai jamais cru que le destin de la France était un destin de dégringolade illimitée dans les positions internationales, je préfère être celui qui prêche dans le désert que celui qui applaudit des ministres démagogues. Voilà. Votre amitié. Alors, nous nous retrouvons le 8 juin et nous aurons la joie de recevoir Bertrand Badré, qui a été pendant de 2013 à 2016 directeur général et directeur financier de la Banque mondiale,
qui dirige maintenant un fonds responsable en Europe, hein, un fonds d'investissement en particulier pour le développement durable. Et il a écrit un livre tout à fait récent, préfacé par Éric Orsena, mais qui s'appelle le livre « Voulons-nous sérieusement changer le monde ? Repenser le monde et la finance après le Covid-19 ». Donc, nous le recevrons encore en Zoom. Nous verrons après pour la suite, mais ça nous permet aussi, comme ce soir, de recevoir des gens qui n'habitent pas forcément Paris ni la France. Donc, encore un grand merci à notre ami Jacques Delarosière. Tous mes voeux vous accompagnent pour continuer. Merci. Envers et contre tout, quoi qu'il en coûte, je dirais, la réflexion que vous avez ouverte et que vous avez partagée. Voilà. Merci beaucoup. Je vous Merci à tous de votre présence. Et je vous dis à tous bonne suite et bon déconfinement progressif pour vous, vos enfants et petits-enfants. Merci. Et à très bientôt. Et je vous sais gré de m'avoir invité. Au revoir, à bientôt, j'espère. Bon, à très bientôt, cher ami. À bientôt. Bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci pour tout.